Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Et aujourd'hui, on va parler du travail de l'ombre. Alors, vous vous dites peut-être que j'en parle souvent, mais pour moi, c'est comme un état d'être en fait. J'aime, par exemple, quand je me sens bloquée dans une situation, aller voir la racine, la croyance qui est à l'origine en fait de ce blocage. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques où on nous dit mais oui, mais tout est toujours là maintenant, tout a toujours été là maintenant, c'est magique, c'est tout ça, c'est tout ça. Alors chacun croit en ce qu'il veut bien croire, hein, y a aucun souci là-dessus, je ne vais pas juger sur les croyances, mais je suis d'accord avec une chose, c'est que tout est toujours là. Sauf que nos conditionnements nous empêchent de manifester, d'expérimenter des choses qui vraiment ont du sens parfois pour nous. Et même si c'est là, eh bien c'est comme si nos croyances, nos conditionnements, nos mémoires faisaient obstacle en fait à ce qui est là possible dans le tout est possible en fait, dans cette magie du tout est possible. Et parfois, j'ai entendu des personnes dire « Non mais attends, moi j'ai fait 10 ans de développement personnel, puis j'ai arrêté, puis à un moment, j'ai connecté à quelque chose mais tellement grand et de tellement... Je vois, mais c'est parce qu'en fait, t'as pu te libérer de tes conditionnements depuis 10 piges que t'as pu connecter à quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, les conditionnements... Moi, j'aime dire qu'il y a comme un noyau qui est lumineux, qui est l'essence de qui nous sommes. Et autour de ce noyau, il y a plein de... Vous pouvez prendre l'exemple de l'oignon. De l'oignon, vous savez, avec toutes ces couches successives. Et donc, au centre de l'oignon, il y a le cœur qui nous sommes, sauf que nous naissons avec un corps qui a déjà des mémoires au niveau de l'ADN, des mémoires transgénérationnelles. Notre âme a déjà des mémoires karmiques. Et en grandissant, on prend les mémoires, on prend les croyances de la famille, au niveau des religions ou pas, au niveau de la société, au niveau de l'école, au niveau de ce qui est dit, de la majorité. Et en fait, tout ça fait que notre essence, elle est étouffée, entre guillemets, par toutes ces pelures d'oignons. Alors à juste titre, hein, parce que qui veut trouver la vérité la trouve quelque part. Tous les chercheurs de vérité finissent par trouver leur vérité. Donc c'est aussi une manière d'aller chercher quelque chose, d'être en quête de quelque chose qui a du sens, qui est... voilà, c'est un peu comme la quête du Graal en fait. C'est notre Graal intérieur à aller chercher, à aller connecter. Et ça passe par des morts et des renaissances, hein, symboliques, et parfois par la mort d'un proche qui aussi nous apporte des prises de conscience et des... vous savez, très souvent, moi j'ai perdu un cousin qui avait 27 ans, il y a à peu près un petit peu moins de 10 ans, je dirais. Et en fait, je pense que surtout quand quelqu'un part aussitôt, donc pour moi son âme avait décidé, hein, l'humain n'est pas toujours au fait de ce que choisit l'âme, mais l'âme a décidé de partir. Mais quand on a affaire à un décès aussi jeune, c'est tout l'univers autour de la personne qui se remet en question, tous ses proches, tous ses amis qui se posent des questions forcément, mais il va où maintenant qu'il n'est plus là? Mais qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il n'est plus là? Et en fait, moi j'ai vécu justement pendant on va dire les 10 dernières années, là, un travail de l'ombre un peu acharné. Mais c'est quelque chose qui se fait, c'est pas... c'est une force qui vient me chercher en moi à chaque fois, en fait, pour aller toujours plus loin. Tout le monde n'a pas cette vocation d'âme, entre guillemets. Parce que je peux dire que c'est une vocation d'âme parce que c'est pas juste la personnalité qui a envie, c'est mon âme qui
qui impulse et qui me donne l'énergie pour ça, en fait. Enfin, c'est mon âme qui est à l'origine de ça. C'est pas la personnalité en moi. Disons que c'est une communication qu'on a ensemble et donc voilà. Et souvent, parfois, pour tout vous dire, je sors pas de chez moi pendant 3 jours parce que je suis en train de vivre des initiations, parce que mon âme est en train de me partager des, des connaissances ou des révélations sur moi, des fulgurances. J'ai des prises de conscience qui arrivent en masse et du coup, ça crée une forme d'éveil. C'est des éveils un peu successifs. Et, euh, et souvent, ça passe par des morts, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une mort de l'ego qui se joue. Ça veut dire que quand on renaît avec des yeux de nourrisson. Ok, tout ce que j'ai appris, en fait, je désapprends. Et à chaque fois, c'est désapprendre, désapprendre, désapprendre. À chaque fois, c'est se désidentifier. Ok, j'ai cru ça, mais c'était tellement ancré que j'ai cru que c'était moi. Et en fait, donc, parfois, il y a des morts qui sont plus ou moins conscientes, je parle des morts symboliques, où on se dit, ok, là, je sens que consciemment, il y a ça qui est en train de mourir, il y a ces croyances-là. Et puis parfois, pas du tout. Parfois, je me sens submergée par ces moments-là. Mais il y a une part de moi. Alors, il y a une part de moi qui est vraiment pas bien, puisqu'il y a une mort de l'ego. Mais il y a une part de moi qui sait que c'est normal et que c'est mon mode de fonctionnement. Et c'est en ça aussi que l'astrologie est assez rassurante, j'ai envie de dire, sur les modes de fonctionnement. Personnellement, j'ai beaucoup de placements en maison 8 et des placements assez forts en scorpion. Et du coup, c'est vraiment le principe de mort et de renaissance qui opère très souvent. Et c'est toujours pour aller vers un meilleur derrière. Ça me fait penser aux pèlerins de Compostelle. On les appelle les pèlerins parce qu'ils se pèlent justement à la manière d'un oignon, en fait. Hein. On pèle les couches successives qui ne nous appartiennent pas. Et c'est vraiment en ça que le chemin de Compostelle, on va dire, cette essence initiatique de peler ce qui nous appartient plus. Vous savez, un peu comme ma mère est algérienne et souvent quand elle a envie de passer un moment avec moi, elle me dit viens, on va au hammam et du coup bah voilà, il y a cette coutume aussi entre femmes où on enlève les peaux mortes et ça me fait vraiment penser à ça aussi. Il y a cette notion de se délester de ce qui n'est plus soi, en fait, et d'être encore plus authentique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on est de plus en plus authentique et qu'on est dans une forme de transparence envers soi, enfin avec soi, en fait, on en demande autant en face. C'est-à-dire qu'on ne peut plus tolérer quelque part, enfin tolérer c'est un grand mot, mais on ne souhaite plus s'entourer de ce qui n'est pas authentique, de ce qui n'est pas réel, de ce qui n'est pas respectueux, de ce qui n'est pas... Parce que le chemin est parfois tellement douloureux et parfois tellement lumineux. Il y a vraiment des variations que ce dont on a envie, c'est vraiment plus d'authenticité, de partage, de vérité en fait. De vérité, peu importe si la vérité que l'autre me partage n'est pas ma vérité. Quand je sens que c'est sa vérité, alors c'est une vérité. Et du coup, je l'entends en tant que vérité pour l'autre. Et c'est tellement précieux d'avoir des présences autour de soi qui sont dans leur vérité, qui ne cherchent pas à être dans le contrôle permanent ou qui ne cherchent pas à être dans l'apparence ou le comment je devrais être ou dans le... Enfin voilà, et quand on n'est pas bien, on n'est pas bien, et quand on est bien, on est bien. Et je veux dire, il n'y a pas... Alors, il nous arrive tous à certains moments de masquer notre état parce que on n'a pas forcément envie d'en parler avec la personne qui est là, à l'extérieur ou quoi, mais vraiment, le principal, c'est d'être en totale transparence avec soi. C'est ok de ne pas avoir envie de parler à certaines personnes et je le comprends parfaitement, je peux être comme ça aussi assez souvent, mais vraiment, ça nous invite à être dans une forme de transparence et de clarté dans notre relation à nous-mêmes et de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe là ? Ok, là, je ressens de la colère et je ressens waouh, ok, bah, je l'entends,
J'entends que la colère, elle me demande de dire stop à quelque chose. Elle me demande de respecter mes limites. Et là, j'entends la tristesse. D'accord, la tristesse. Est-ce que dans votre enfance, on vous a laissé exprimer ces sentiments de colère, de tristesse ou est-ce qu'à chaque fois que vous la ressentez, vous la réprimez? Et donc cette tristesse, elle demande à faire le deuil de quelque chose, à tourner la page de quelque chose, parce que ça n'a plus lieu d'être dans notre vie. Et donc voilà, on ressent de la tristesse. Et plus on l'accueille, et plus on peut tourner la page rapidement. Mais quand on est en résistance avec la tristesse, ça peut créer des états de dépression. Donc c'est intéressant de voir comment on nous a appris quelque part à accueillir ou à réprimer nos émotions en disant ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Et du coup, tout ce qui ne pleure pas est complètement, on va dire, réprimé, rentré et mis sous le tapis. Mais c'est comme un mécanisme de défense. Et puis c'est à nous, en fait, d'aller modifier toutes ces manières de relationner avec nos émotions, en fait. Et c'est à nous de changer justement ce dialogue intérieur. Et ce travail de l'ombre, il sert à ça, à aller débusquer un petit peu tout ce qui nous a... tout ce qu'on a érigé en tant que norme et qui finalement nous dessert en fait dans notre vie, dans notre relation à nous-mêmes et aux autres finalement par extension. Et donc ça nous demande vraiment d'avoir cette clarté en fait. Ok, j'attire ce même type de relation. Par exemple, si je suis une femme qui attire des relations où des hommes sont en couple, par exemple, voilà, avec des hommes qui sont en couple, est-ce que moi, je suis prête à m'engager à 100% dans la relation? Ou est-ce qu'il y a toujours une part de moi qui ne s'engage pas, en fait, dans cette relation-là? Est-ce que... est-ce que c'est quelque chose que j'aurais pu vivre étant enfant, qui s'est inscrit, ou par exemple, mon père n'était jamais disponible pour moi, ou alors je m'empêche d'être complètement disponible pour l'autre par peur de souffrir, donc ça cache une blessure sous-jacente évidemment, mais du coup si je m'empêche d'être complètement disponible pour la relation, je vais vibrer une relation dans laquelle l'autre n'est pas complètement disponible, puisque j'attire à moi ce que je vibre et ce que je vis, et non pas ce que je souhaite. Donc il y a forcément, si on veut, parce que il y a cette on va dire cette croyance avec la manifestation que oui, si je veux ça, je vais l'attirer, mais c'est pas ce que je veux que j'attire, c'est qui je suis sur le moment que j'attire. Donc si je suis quelqu'un, si je ne suis pas dans l'engagement, si je ne suis pas dans je ne vais pas attirer une personne qui va vouloir s'engager. C'est sûr. C'est sûr. En fait, ça demande une certaine transparence, un certain accueil de ses limites aussi. Moi, plusieurs fois, je me suis confrontée à mes propres limites, mais derrière ces limites, il y a l'infini. Donc, c'est de se dire, waouh, ouais, il y a ces limites-là, parce qu'il y a cette croyance qui m'empêche d'accéder à l'étape d'après. Mais du coup, je vais aller débusquer cette croyance qui me fait croire qu'il y a quelque chose que je ne peux pas expérimenter là, derrière ça. Et donc voilà, c'est le chemin d'aller toujours plus loin. Alors ça va être plus ou moins intense pour chaque personne, ça va être plus ou moins présent pour chaque personne. Tout le monde, il n'y a aucune obligation là derrière, mais c'est vraiment une invitation à se poser les bonnes questions peut-être pour pouvoir avancer. Parce que je pense, et cela n'engage que moi, mais je pense que on peut, vous savez, c'est un petit peu comme, je ne vais pas cracher sur la médecine allopathique et occidentale, qui fait beaucoup de symptomatique finalement, et donc qui va diminuer des douleurs. Vous avez des aigreurs d'estomac, d'accord, on va vous donner des antidouleurs et puis un anti-inflammatoire, et puis mais en fait il n'y a pas le pourquoi en fait derrière. Il y a pas on va pas à la source entre guillemets de la. Alors pour moi la médecine allopathique, elle intervient dans les urgences. Vous avez une appendicite, vous avez une appendicite, une péritonite, une fracture. Pour moi
la médecine occidentale, elle est vraiment performante pour les urgences. Par contre, pour tout ce qui est des maux du quotidien, par exemple, voilà, les reflux gastro-œsophagiens, si on a des reflux gastriques, si on a des reflux, si on a des douleurs intestinales, si on a des problèmes au niveau de la peau, voilà, tant que ça reste bénin, je pense que on peut quand même traiter beaucoup de choses avec les plantes. Je sais pas pourquoi on en vient là. Mais c'est mon côté naturopathie et ma vision holistique des choses en fait, où je ne veux pas dissocier quelque part, je ne peux pas dissocier le corps de l'âme, de l'esprit, du corps émotionnel. Enfin, tout ça, c'est un vaste ensemble où parfois il suffit qu'il y en ait un qui se déséquilibre pour telle ou telle raison qui n'est pas entendu, perceptible par la personne et il se trouve que le corps se met à exprimer les mots de l'âme. Donc c'est, voilà, pour moi, revenir, d'ailleurs quand on voit tous les anciens guérisseurs, tous les chamans, il y a je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Gaïa, c'est un peu le Netflix du développement personnel et donc du développement spirituel aussi, il y a beaucoup de pratiques sur l'Ayurveda, sur le yoga, en rapport avec aussi des présences extraterrestres. Enfin, vous trouverez de tout dessus, sur Gaïa. Donc, évidemment, je suis abonnée à Gaïa et ça me permet Parce que parfois, j'ai envie de me regarder quelque chose qui va vraiment m'apporter et m'instruire. Et voilà. Alors, sur Netflix, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes aussi, mais vraiment, je privilégie les prises de conscience et les programmes qui nourrissent mon âme. Et donc, il y a un programme qui est sorti sur Arte, mais que Gaïa a dû racheter, qui s'appelle Médecine d'ailleurs. Et franchement, donc c'est un médecin urgentiste français qui va dans des petites ethnies reculées aux quatre coins du monde, qui va voir des guérisseurs, leur manière de soigner, leur manière de... Évidemment, il est dépassé, mais il a une telle ouverture d'esprit qu'il accueille finalement le point de vue de l'autre. Et on voit où les médecines où la médecine occidentale a ses limites. Et on voit aussi où la médecine des guérisseurs a ses limites. Parce que par exemple, pour une fracture ouverte, bon, alors oui, on va pouvoir faire des choses, mais l'hygiène et tout ce qui s'ensuit n'est pas forcément aussi... voilà, ça va pas, en termes de matériel, ça va pas être aussi, on va dire... hygiénique que la médecine occidentale, que la pratique de la médecine occidentale, mais à la fois, ils guérissent beaucoup l'âme, l'esprit, ils travaillent avec les ancêtres, donc il y a vraiment toute une partie holistique qui est prise en compte dans ces médecines-là, et donc ils travaillent avec les plantes et avec l'esprit de la plante en question. Quand on prend une plante, il y a l'esprit qui se présente. Enfin bon, voilà, c'est assez... Donc je trouvais ça vraiment... on voit les limites de chaque médecine, en fait, et la complémentarité, du coup, qui s'invite en observant les limites de chacune. Et donc voilà. Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Donc si vous voulez, je fais aucune pub, hein, enfin j'ai aucune affiliation ou quoi que ce soit, mais voilà, Gaïa, Gaia, pour celles et ceux. Je crois qu'il y a 7 jours offerts si vous voulez connecter un peu à l'espace du truc et voilà. Mais il y a vraiment beaucoup de choses très très intéressantes qui nous permettent de nous ouvrir à d'autres choses, qui nous permettent d'avancer. Et voilà. Et donc le travail de l'ombre, c'est pas le travail le plus facile parce qu'il y a des morts de soi, il y a des morts symboliques. C'est vraiment pas le travail le plus facile, mais c'est le travail le plus porteur. Et ça n'est pas toujours douloureux, ça n'est pas toujours... Enfin voilà, il y a plein de moments où j'ai des prises de conscience, je suis tellement heureuse de les avoir, c'est tellement lumineux, tellement porteur que... Enfin voilà, on n'est pas toujours dans... on n'est pas là à porter sa croix en permanence, hein. Mais enfin voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'entends beaucoup de choses à ce sujet-là et
Et on ne peut pas rester juste en surface des choses en se disant mais oui, tout est là, tout est là, tout est là. Et voilà, j'ai fait justement un épisode sur la conjonction Pluton-Soleil où oui, tout est là, mais en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg qu'on voit quand tout est là. Mais on ne se rend pas compte à quel point la partie immergée de l'iceberg est infiniment plus grande. Donc, tout est là, oui, mais si ce qui est en dessous m'empêche de vivre et de créer ce à quoi j'aspire et qui fait sens pour moi, eh ben c'est complicado. Donc voilà, c'est une invitation à... Et puis, quand on commence à être authentique envers soi, on ne peut qu'être authentique avec les autres, en fait. Et on ne peut attendre que cette authenticité en retour. C'est vrai que je peux être, d'ailleurs, on me l'a déjà dit plusieurs fois, mais je peux être un peu élitiste au niveau, mais pas élitiste en termes de valeur, mais élitiste en termes de vérité avec les personnes que je côtoie. Et si les personnes... moi, j'ai besoin d'avancer avec les personnes que je côtoie, en fait. C'est un peu mon mode de fonctionnement. Et j'aime quand il y a cette vérité. Par exemple, si la personne me dit, là, j'ai pas envie d'avancer là-dessus, c'est OK, en fait. Mais on touche à une vérité. Plutôt que si on dit, ouais, enfin, voilà. Et je préfère toujours la vérité à un écran à un écran de fumée ou à quelque chose qu'on veut bien me... Enfin, bon, à savoir que la plupart des gens qui veulent vous mentir se mentent à eux-mêmes, donc c'est la première cause, hein, la première des raisons, mais c'est vraiment une invitation à entrer en relation authentique avec soi, depuis soi, et du coup, vous allez voir que vous allez manifester aussi des relations, mais les plus authentiques qui soient. Et vous n'aurez pas besoin de porter des masques, en tout cas avec ces personnes-là. Évidemment qu'il y a des personnes avec lesquelles on n'a pas du tout envie de parler, quoi. mais je comprends tellement ça. Mais à quel point, quand on tombe sur les personnes avec lesquelles on se sent en confiance, et il y a une réciprocité dans le respect du lien, il y a une réciprocité dans la relation, et ça fait tout. Et c'est juste beau. Mais ça demande aussi d'être vrai avec soi, surtout, avant tout, d'être vrai avec soi. Et on va attirer à nous des personnes qui sont vraies avec elles-mêmes aussi, ou en tout cas qui sont dans cette recherche, cette quête. Voilà pour ce qui est du travail de l'ombre. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce travail, comment vous le... comment vous le vivez, vous, de votre côté, qu'est-ce que... votre processus à vous, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous... Voilà, juste à partager comme vous le vivez, tout simplement. Et merci infiniment pour vos retours, pour vos jolis mots, pour vos abonnements et voilà, puis vos belles pensées. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.